Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Café Froid. Aujourd'hui, autour de moi, on retrouve Anouk, Manon, Mathilde, Mel, Bérénice et moi-même, Élise. Aujourd'hui, on a un très beau programme de 2 pièces de théâtre, mais aussi d'un film. Donc merci de nous écouter, et c'est parti. Tu sais bien que ça va encore t'énerver, le café. T'aimes le cinéma lorsqu'il est insolent. Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Thelma et Louise travaillaient à 2, et c'était les meilleurs. On va perdre du temps. On est tous mortels. Mais c'est complètement stupide. Ce café froid depuis 2 heures. J'y ai même mis mes cendres. On va tout d'abord commencer par une pièce de théâtre documentaire qui est Laboratoire Poison, qu'on a pu voir à la MC 93 et qui est mis en scène par Adeline Rosenstein. La résistance au nazisme et les luttes anticoloniales offrent autant de terrain historique pour explorer la question empoisonnée de la trahison au sein de mouvements d'émancipation dont on aimerait ne retenir que l'aspect noble et glorieux. Le public est interpellé à 2 niveaux. Un hommage implicite très rigoureusement documenté à des mouvements de résistance historique contre des forces d'oppression et un questionnement très ludique sur l'iconographie et la représentation théâtrale de l'héroïsme ou de la traîtrise. Pour avoir une chance de gagner, le petit mouvement est obligé de ruser, c'est-à-dire se déguiser, faire une alliance avec son ennemi et le trahir. Le problème dans la représentation de tous les gestes qui accompagnent ce phénomène pas spectaculaire, c'est que ce sont exactement les mêmes gestes que font les traîtres. Dans un cas, un militant très discipliné sait qu'il se déguise et ne perd pas de vue son objectif, quelle que soit la durée de sa mission périlleuse, piéger son ennemi. Dans l'autre, un militant passe à l'ennemi. C'est-à-dire qu'il se déguise et soudain, ou pas soudain, peut-être progressivement, on ne sait pas, puisque ça ne se voit pas. Il a changé de camp. Il s'est mis à travailler chez l'ennemi, pour l'ennemi, contre le petit groupe de gens. Le problème, c'est que si ça se sait dans le documentaire ou par exemple dans le spectacle qu'on va faire, ça sera préjudiciable au petit mouvement, à son image, comme s'il n'était pas déjà assez mal vu comme ça. Donc moi, si j'en parle là, je risque de le trahir. Et ça, c'est très embarrassant. Donc du coup, c'est un spectacle qui se découpe en 4 parties, qui traite donc de 4 affaires différentes. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était un projet beaucoup trop ambitieux. Le travail de recherche, il est monumental et les informations qu'ils apportent au public, elles sont extrêmement nombreuses. Et sur 2h45, c'est juste impossible, personnellement, j'ai trouvé, de rester accroché et de tout suivre. Surtout que c'est pas juste une présentation de recherche, c'est pas juste le compte-rendu des informations, c'est aussi le processus de recherche. Et ça, en soi, c'est hyper intéressant de montrer, genre, comment ils en sont arrivés à trouver ça, parce que ça montre la complexité de la recherche et de la documentation, et à quel point aussi c'est un problème que certaines documentations aient pu être effacées, et ça fait partie de ce qu'elles dénoncent. Mais juste, je pense que c'était beaucoup trop. Bon, moi je suis complètement d'accord avec Mel, parce que là, la metteuse en scène, elle a essayé de nous parler d'une histoire, pas exhaustivement, mais c'était plutôt, elle essayait d'interroger les récits et de se dire comment est-ce qu'on raconte une histoire aujourd'hui au théâtre, par quel biais, il n'y a pas les gentils, il n'y a pas les méchants, comment on représente tout ça. Et en plus de ça, elle parle d'un mouvement de résistance dans plein de contextes historiques. On parle de l'Algérie, on parle du Congo, on parle aussi de l'Amérique latine. Et c'était un projet qui était hyper conséquent et qui nous a perdu, je pense que je peux dire nous. Oui, moi je rejoins complètement les filles dans le sens où en fait il y avait un trop plein d'informations et on ne peut pas tout assimiler, enfin en tant qu'être humain, je sais pas comment ceux qui ont aimé la pièce, je sais pas comment ils ont fait en fait, parce que c'est vraiment super intéressant, mais je pense qu'ils auraient dû s'attarder que sur 2 moments au lieu de faire 4 parties. En fait, ils auraient pu en faire que 2. C'est hyper frustrant d'avoir des pièces qui ont des sujets tellement importants, qui doivent être évoqués sur un plateau, mais ouais, comme vous le dites, on s'y perd et on a du mal du coup à vraiment... Moi j'ai eu du mal en fait à visualiser, parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que en termes de mise en scène, on nous fait des reconstitutions d'événements, sauf que en fait c'est représenté avec des mouvements corporels très précis. C'est-à-dire que en fait les personnes, les comédiens qui vont jouer ces reconstitutions-là,
ils ne jouent pas du tout de manière naturelle. Ça m'a fait l'effet en mode un peu jeu vidéo ou des fois cartoonesque. Je sais pas si ça vous a fait ça aussi. C'est pas justement ça la pantomime? Mais si. Mais du coup, moi, je trouve que ça enlève de l'émotion. Et j'ai trouvé ça très beau, je trouvais que c'était très bien exécuté. Mais du coup, il y a un moment où on n'a plus l'impression de rien ressentir. On voit des choses très neutres se passer devant nous. Et alors que c'est des événements très graves qui sont arrivés. Alors, si je peux me faire un peu l'avocate du diable, c'est vrai que je rejoins les filles sur que je n'ai pas aimé le spectacle, mais il n'y a pas que du mauvais. Moi, je sais que la pantomime, ça m'a beaucoup plu, parce que c'est la première fois que je voyais un spectacle comme Élise l'a expliqué avant niveau mise en scène, et donc j'ai été agréablement surprise. Au début, je me suis dit, je vais passer un bon moment, mais que ça marche pas sur la durée. Et pour revenir sur ce que disait Élise, c'est vrai que on a quelque chose de très impersonnel. Et moi, je me suis posé la question sur un sujet aussi grave que ça. Est-ce que pour moi, ils ont pris le parti pris de ne pas montrer vraiment d'émotion et de rester assez neutre. Et est-ce que ça marche? Je ne sais pas, moi, je trouve pas vraiment. Mais... C'est vrai que sur ce côté de non-émotion, ils jouent aussi un peu sur... ils assument un caractère un peu inachevé de leur spectacle. Et je trouve que ça tient pas sur la longueur, parce que justement, on ressent rien. Surtout que je comprends... pareil, je comprends mais pas sur la longueur. Le fait de lire le texte je crois que c'est Adeline Rosenstein qui lit le texte au début et elle le lit mais à la fois elle le joue un peu. Elle le lit comme si elle était censée connaître le texte, sauf que elle ne connaît pas son texte en le lisant. Dans le sens où quand elle le dit, elle fait des bugs sur plein de mots et moi ça m'a vraiment perturbée parce qu'on a l'impression qu'elle découvrait en fait le texte. Ouais, je crois que cette forme d'inachevé c'est trop perturbant. C'est bien parce que, comme tu disais, Anouk, ça veut un peu revoir tout ce cadre hyper... Il y a des règles au théâtre, t'as pas le droit de parler, le public participe pas forcément. Et là, ça part dans une démarche de nous faire participer. Donc, c'est une belle intention, tu vois, qui est importante. Mais, en fait, ça crée un truc gênant parce que les gens, ils osent pas. Et moi, j'ai trouvé ça trop cool, le moment où, en fait, on a une comédienne qui bondit, elle était devant moi en plus, qui arrête le spectacle, genre un peu à la Yannick, et là j'étais en mode waouh, il se passe un truc de ouf, et c'était bien, et direct c'est retombé parce que c'est devenu hyper gênant, ils ont galéré à mettre les micros, en fait des fois il y a des manques de fluidité dans les différentes étapes, et c'est très très bizarre. Et sur ça en fait, sur ce moment justement, moi ça m'a pas mal gênée, dans le sens où ils ont voulu faire une sorte de théâtre invisible, mais pour moi ça n'a pas marché, on n'y croyait pas du tout, elle ne jouait pas très bien la dame qui l'a fait, et ça faisait que j'ai pas cru une seule seconde, alors que on aurait pu même, il y avait le potentiel de faire quelque chose, et il y a rien eu, et j'ai été attristée en fait. Moi, ce que je trouve qui marche vraiment pas dans ce truc de vouloir être face à un laboratoire qui réfléchit à ces questions et à questionner le théâtre devant nous, il y a ce truc de faussement bien joué en utilisant aussi les textes et tout, et du coup ça crée un déséquilibre entre les deux parce que on n'y croit pas qu'ils sont vraiment là en train de chercher avec nous. On voit que c'est chorégraphié et en même temps ils essayent de le déconstruire et du coup ça fait un équilibre qui toi te sort parce que t'es dans un entre-deux entre j'essaye de le faire sous vos yeux mais en même temps vous savez qu'on est au théâtre parce qu'on joue mal et on le fait exprès parce que j'ai mon texte, parce que je fais exprès de bugger. Cet entre-deux elle nous perd complètement et ce truc de recherche, d'observation, d'enquête, ça ne marche pas. Et il y a aussi entre chaque petite partie là ils font des pauses genre de 1 ou 2 minutes. Et en fait, alors déjà que t'es pas très bien ancré dans le spectacle, ça te sort complètement de ce qu'ils étaient en train de nous raconter. Et ensuite, on retournait dans le spectacle pour une nouvelle partie sur un nouveau sujet. T'as l'impression que c'est juste un défilement d'informations avec des pauses au milieu, tu comprends pas forcément pourquoi. Et t'ingurgites ça, quoi, mais t'as du mal à digérer. Les gens, ils vont aux toilettes, ils ont même pas le temps de revenir. Enfin, ça crée un chaos. Enfin, l'idée est cool, tu vois, de pouvoir discuter de ce qu'on vient de voir, mais réfléchis, mais 5 minutes, tu vois, enfin, genre, au moins. Puis surtout que là, à chaque fois, les lumières, elles se rallument, donc on perd cette ambiance de spectacle en fait. Enfin, je veux bien que c'est pour discuter de ce qu'on vient de voir, mais on n'a même pas le temps en 2 minutes de discuter, donc en fait juste on attend la partie suivante dans la lumière. Et pour revenir sur le côté spectacle et un peu adresse avec le public, ce qui marchait pas aussi, c'est qu'ils nous demandaient d'imaginer des choses. Mais du coup c'était oui. Tu le fais, tu ne le fais pas, personne ne le sait. Et donc personnellement j'ai pas du tout compris l'intérêt parce que tu peux pas impliquer le public sur quelque chose qui n'est pas visible en fait. Je suis pas d'accord avec moi je trouve le début a bien marché. Le moment où on m'a demandé d'imaginer des choses,
J'étais grave dedans. J'étais grave impliquée. Vraiment, ils ont su me charmer sur ça. Je pense que c'était peut-être le début du spectacle aussi, où j'étais vraiment attentive. Et c'est vrai qu'au début, ils nous disent, voilà, on essaye de recréer quelque chose, enfin une image mentale. Et j'ai compris. Pour le coup, moi, j'ai trouvé que ces interactions, entre gros guillemets, avec le public, elles avaient un sens. J'ai vu ça comme on a du pouvoir un petit peu sur les comédiens en restant assis sur notre siège. Alors, je vais peut-être un peu trop loin, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Moi, je suis complètement d'accord avec Bérénice. J'ai trouvé que ça faisait même ça questionnait bien le théâtre, justement, ça. Ça faisait une petite méditation sur qu'est-ce que c'est le théâtre et le questionner sur scène. Ça, je trouve que c'était une intention qui était vraiment intéressante et qui tient pas sur la longueur. Ça, par contre, je suis d'accord. Mais au début, ça m'a un peu charmée. Et mais au final, le dernier truc que j'ai envie de dire, canard ou lapin, cette pièce. Le jour où vous verrez cette pièce, vous comprendrez. Un film que vous avez adoré, dont vous avez sûrement entendu parler, que les critiques ont salué, et pourtant, certains l'ont détesté. Seriez-vous capable de retrouver le film à partir de 3 avis Letterboxd ? Alors, à vous de jouer. Les acteurs jouent particulièrement mal. Dans ce film, comme les effets visuels, tout a un air ultra faux. Sérieux, tout le long on se tape un format vignette avec les bords en noir pas beau. Vraiment dur à finir, ça tire en longueur, j'espère que le livre est vraiment mieux. La grosse branlette à gros budget, au moins 20 minutes de plans qui servent à rien, je vous jure. Assez pauvre par rapport au livre, 2h30 de film pour 800 pages, ça semble normal. Moins de bonnes choses, à part toutes les scènes de sexe cul qui sont très peu nécessaires à l'intrigue. Une construction de personnages intéressants et la plupart des personnages principaux sont joués par de bons acteurs. Par contre, la voix off un peu lourde. Alors, premier degré, au début j'ai pensé que c'était Dune, j'étais hyper chaud, et après t'as dit scène de sexe, j'ai fait bon bah c'est pas ça. C'est Illusion perdue. Ah putain, c'était... Non. Et puis surtout dans Dune... Oui, mais je pensais que vous alliez... On sauve Illusion perdue une nouvelle fois. Vous alliez tout trouver, vous deux. Bah, je pensais que une de vous l'allait jouer. Ouais, mais c'est dur, hein. Et je me dédouane de toute erreur de français, hein. C'est pas moi qui ai écrit ça. Vous recommande Illusion perdue. Évidemment. Pas tous moi. les films entre les... Ah ouais? Mais moi, j'ai pas aimé, hein. Ok, pardon. Allez, on enchaîne. Alors, on va passer à un autre film qui s'appelle Cassandre, qui a été réalisé par Hélène Merlin. Mais il a jamais vu une fille en maillot, ton frère, ou quoi? Mais tu sais, dans ma famille, on se baigne tout nu normalement. Oh! Mais t'as des poils. Oh, c'est bon. Eh, mais c'est pas bien de dormir en culotte, hein. Faut que ça respire. Moi, je mets jamais de culotte sous ma jupe, hein. On ferme les yeux, diaphragme décontracté, les mâchoires détendues. Il y a 4 types de réactions face à un danger ou une agression. Aïe, mais ça fait super mal. Tu veux pas une péridurale non plus? Et on cale sa respiration sur celle de son cheval. Le premier instinct reste la fuite. Ah non, attends, mais le maillot! Respire. L'attaque a toujours été ma préférée. Et puis, il y a le figement. Respire. Et enfin, il y a une soumission à une agression répétée. Hey, oh, oh! Stop, on fait pas ça ici. T'as le droit d'être en colère, mais pas de la passer sur lui. C'est l'histoire d'un inceste prévisible et inévitable, un atavisme transmis de génération en génération dans une famille gangrénée par le vice. Sous le soleil suffocant de l'été 1998, la réalisatrice Hélène Merlin glisse un grain de sable dans cette machine infernale. L'histoire, c'est l'été, Cassandre quitte sa pension militaire pour retrouver sa famille dans le temps des vacances. Âgée de 14 ans, la jeune fille est la benjamine d'une famille bourgeoise, enfant favorite de son père et cavalière aguerrie. Sur place, la puberté de l'adolescente est au cœur des discussions de cette étrange famille et fascine son frère aîné. L'adolescente fuit cette atmosphère suffocante grâce au centre équestre où elle s'émancipe de la loi du père. T'as déjà couché avec un mec, toi? Non. Déjà, pour la petite histoire, il faut savoir que je tenais absolument à aller voir ce film parce que j'en avais entendu des bonnes critiques et que Mel et Mathilde, donc qui vont parler de ce film avec moi, m'ont accompagnée sans savoir du tout dans quoi elles s'embarquaient. Toutes les trois, on s'est pris une énorme claque parce que le film est absolument génial. Ce film, il est en effet assez génial parce que il montre l'inceste, j'ai trouvé, avec une forme de pudeur, c'est-à-dire que les scènes où il y a vraiment agression, elles sont pas violentes et il y a plutôt tout un cadre familial en fait qui influe sur elles et qui conduit à ça, et il y a toute cette ambiance hyper malsaine
autour d'elle tout au long du truc qui construisent plutôt ça. Oui, c'est un récit, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est un récit autobiographique, donc c'est inspiré de l'histoire de la réalisatrice. Je rebondis totalement et je suis d'accord avec ce qu'a dit Mel. Moi aussi, donc encore une fois, c'est un sujet très compliqué. Il faut vraiment avoir conscience de ça quand on va voir le film en salle. Et pour autant, c'est un film qui est, je trouve, assez innovant dans le sens où il propose vraiment quelque chose de parfois comique. Et pourtant, c'est dur de rire de ces sujets-là. Parce que les comédiens qui jouent dedans sont absolument géniaux. Et ce que j'ai vraiment, vraiment adoré, c'est la construction des personnages. Parce que on a vraiment des personnages qui sont pas dans la caricature. Parce que en fait, c'est vraiment donc une famille bourgeoise, riche. Le père qui, vraiment, c'est le monsieur je sais tout, qui a été soldat, etc. La mère, c'est une ancienne militante, entre guillemets, féministe, qui dit des choses horribles à sa fille. Et donc on a vraiment des personnages à part entière, des caricatures, et ils évoluent très bien ensemble. C'est intéressant de voir cette famille vivre, mais on est désespéré du comportement de la famille. Et pour autant, il y a ce jeu, en fait, ce contrepoids, avec vraiment une tension qui est très palpable dans le film, parce que on sait évidemment, comme on l'a précisé, que ça parle de l'inceste, et donc que Cassandre, elle n'est pas bien et en sécurité dans cette famille. Oui, je cherchais, mais je n'ai pas trouvé. Je sais pas si vous vous souvenez les filles, mais il y avait un deuxième titre, c'était Cassandre ou la mécanique des ombres, il me semble. C'est ça. Et je trouve que ça représente vraiment bien cette idée, en fait, que c'est pas tant la violence de l'inceste, tant qui est montré clairement à l'écran, mais c'est le cadre qui va amener à ça, avec du coup ce père qui est très problématique, mais aussi les conséquences que ça va avoir sur Cassandre dans ses relations. Enfin, par exemple, on voit que sa façon de réagir à l'agression qu'elle a subie de son frère, la première fois où il se passe vraiment quelque chose physiquement, ça va être de chercher à l'attaquer en retour, de provoquer le danger pour mieux s'y préparer. Et ça, on voit que ça découle totalement de la vision du père, en fait, sur la vie et sur ce qu'il faut faire dans la vie. Et même, du coup, comme on disait, elle avait ce lien avec le centre équestre où elle y trouve un échappatoire, tout ça. Et la relation qu'elle a avec son moniteur aussi. C'est-à-dire ce côté, en même temps, elle fantasme sur lui, et en même temps, à un moment, elle lui demande, est-ce que tu voudrais bien être mon père? Et donc, je trouve que c'est vraiment la violence de l'inceste qui est montrée, elle est pas tant dans les scènes d'agression, mais plutôt dans tout ce qu'il y a autour, et c'est ça qui rend le film aussi fort et aussi émouvant. Ouais, avec cette relation avec le père, c'est ça qui m'a pas mal... Enfin, moi, je sais que ça m'a pas mal touchée de voir à quel point c'était hyper réaliste, cette ambiguïté où elle sait pas vraiment, elle est perdue, en fait, c'est une enfant perdue, elle a 14 ans, elle sait pas, en fait, ce qu'elle ressent, et surtout à propos de ce moniteur. Enfin, pardon, j'ai pas le mot français pour ça, mais c'est les daddy issues, en fait, de cette petite fille. C'est ça, en fait, c'est que on n'est pas confronté à des scènes de violence, et pour autant, en fait, le film est violent en continuité, mais c'est implicite, et c'est vraiment quelque chose qui est fait tout en finesse. Il y a des moments que j'ai trouvé très beaux et très poétiques. Cassandre, donc plus vieille, qui manipule une marionnette. Ces scènes-là, elles nous sortent totalement, mais dans le bon sens du terme, elles nous sortent du film. C'est du génie, en fait, parce que c'est vraiment une proposition artistique et qui marche totalement, et on comprend bien cette métaphore de se faire manipuler et en même temps de s'émanciper. Je pense qu'il faut faire confiance au film, au sujet qui est traité, et que même si on est très très sensible à ces sujets-là, je trouve que c'est un film qui l'aborde avec brio et que c'est pas traumatisant, en fait. C'est pas fait pour choquer. Et je pense que limite ça peut servir d'aide aussi d'aller voir ce film. Oui, et je trouve ça marche aussi parce que comme on le dit, les scènes de la marionnette, c'est elle qui est plus âgée, mais il y a une voix off aussi au début. En fait, c'est donc son histoire qu'elle a vécue, ça on l'a dit, mais c'est que du coup, on sent en fait que c'est un film qui a été fait avec du recul. Enfin, pas vraiment guérison, je sais pas si guérison c'est le bon mot, mais on sent qu'il y a un travail sur elle et sur son histoire et sur ce qu'elle a vécu qui permet de faire un film qui est juste comme ça et qui est à la fois choquant mais pas de la bonne façon, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, Mel, effectivement il y a une voix off au début, et je sais pas si vous vous souvenez, mais à plusieurs reprises les personnages brisent le 4e mur, et une nouvelle fois c'est une proposition artistique qui va dans la même lignée que la marionnette, etc., qui est juste hyper bien pensée. Le film m'a convaincue, quoi, vraiment, et j'ai pas été déçue une seule seconde. Voilà, je pense qu'on peut dire que c'est un film génial et que c'est nécessaire d'aller le voir. Voilà, en tout cas, nous, il a fait l'unanimité dans le bon sens, cette fois-ci. Même consigne. Un film, 3 avis. À vous de jouer. L'histoire d'ados incarnés par des trentenaires. Ils kennent, ils sont contents.
Après, ils s'engueulent et ils recommencent. Rarement vu les dialogues aussi lamentables. Jeu d'acteur, affreux. J'y crois pas un instant. Tout sonne faux. Rien à foutre, je pousse mon coup de gueule. C'est de la merde servie sur un plateau, même un clébard la boufferait pas. J'ai tenu 4 épisodes. Et j'ai arrêté, parce que j'étais pas loin de la syncope. Même pas fini. Ça m'a saoulé à part faire des parties de jambes en l'air et jouer au chat et à la souris. Mieux vaut regarder du porno. Est-ce que c'est normal, people? Oui. Non, alors. Alors, remettons les points sur les i, les barres sur les t. Totalement justifié. C'est pas du tout le sexe, c'est les plus belles scènes de sexe que j'ai jamais vues de ma vie, en fait, et que c'est la réalité, qu'il y a pas de musique, bref. Que c'est le manque de communication, et c'est comme ça que ça fonctionne dans les vraies relations qui ne fonctionnent pas. On arrête ça ici parce qu'il va y avoir des morts dans cette pièce très prochainement. Et ben nous allons passer à la dernière partie de ce podcast pour parler d'Absalon ou Absalon, je sais pas, comme vous voulez, de Séverine Chavrier qui était à l'Odéon. Cette pièce de Séverine Chavrier est une adaptation libre du roman éponyme de Faulkner, qui transpose dans l'Amérique de la guerre de sécession un épisode biblique, le destin maudit du fils de David, marqué du sceau du fratricide et de l'inceste. Absalon, c'est l'ascension et la chute de Thomas Stutpen, un homme blanc pauvre, qui, ayant tout quitté, s'installe dans une petite ville du Mississippi pour ériger un domaine pharaonique assoiffé d'une reconnaissance sociale. Mais dans cette ville hantée par l'esclavage et le génocide autochtone, les rêves de gloire vont vite se vouer en échec. Dans ce spectacle, Séverine Chavrier nous dépeint la tragédie de ce sud quasi mythologique. Une bonne, vraie guerre. Donc, juste pour rappeler, c'est une pièce qui dure 5 heures et il y a 2 entr'actes qui sont compris dans les 5 heures du coup. Donc, Anouk, c'est à toi maintenant. Moi, je suis très heureuse de parler de cette pièce avec toi, Manon, parce que j'ai adoré, mais j'ai adoré. Et je vais essayer de le défendre avec toi, parce que je crois que toi aussi t'as vraiment aimé. Voilà, il y a rien à défendre, on est du même avis. Donc là, notre but, c'est de vous convaincre que c'est un super spectacle. Là, il passe plus à l'Odéon, mais si vous avez l'occasion de voir des spectacles de Séverine Chavrier, n'hésitez plus. Donc moi, ce que j'ai adoré, c'est déjà un spectacle qui mélange plein de genres. Donc on a le théâtre, on a la musique, on a la danse et on a l'image. Et je trouve que c'est 5 arts qui s'assemblent merveilleusement bien. La danse, moi j'ai vraiment adoré. On a notamment 2 danseurs, une danseuse et un danseur, qui dansent notamment du crump, donc un style de danse assez saccadé, qui marchait hyper bien j'ai trouvé, et qui montrait que ces corps ils sont contraints, ils sont un peu disloqués, ils sont pris un peu dans une gestuelle un peu répétitive, rituelle. C'était à la fois très contemporain cette danse, et à la fois il y avait un truc de tragédie grecque un peu, je crois que tu l'avais évoqué dans l'introduction. J'ai adoré vraiment notamment les danseurs. Puis ça permettait aussi tout ce rapport au corps, au mouvement, de faire déjà la transition entre les différentes parties de l'histoire, et on avait aussi un rapport au son et à la musique qui est extrêmement important, et Séverine Chavrier elle apporte énormément, enfin elle s'accorde vraiment avec le son dans toutes ses mises en scène. Et voilà, on a les sons de quand il marche, il parle, mais aussi des musiques traditionnelles jouées en live en fait sur scène, donc ça aussi c'était impressionnant. Et même au niveau de la scénographie, on a vraiment une maison sur scène, il y a 2 voitures, il y a tout un décor vraiment qui est impressionnant et qui se matérialise petit à petit sous nos yeux, parce qu'au début on voit quasiment rien, et c'est les comédiens qui, en jouant, accrochent les décors sur les poulies qui ensuite montent. Enfin, vraiment on a ce rapport aussi à la théâtralité et la mise en abîme du théâtre dans le théâtre qui est très important dans la pièce, puisque en fait on a l'impression de faire partie de la pièce et de construire le décor dans lequel ils vont jouer après en même temps qu'eux, et après il y a la caméra qui nous permet d'aller dans l'autre partie du décor qu'on voit pas, à l'intérieur de la maison, parce que nous on voit que l'extérieur. Il y a aussi toute une partie sur le toit de la maison. Non mais c'est plein de références culturelles sur l'Amérique, la ségrégation, et c'est aussi un peu une
une critique de l'Amérique. Enfin, genre, on a par exemple, ça m'a fait rire, on a dans ce milieu très pauvre au début de cette époque-là, on a l'apparition d'une canette de coca, ensuite de Mickey. Enfin, genre, c'était génial, quoi, vraiment. Comment vous avez géré ce rapport au temps avec 5 heures de pièce? Est-ce que c'est beaucoup, mais enfin, qu'est-ce que ça raconte pour que ça dure aussi longtemps? Comment vous l'avez ressenti ça? Non, j'ai trouvé que moi la longueur elle était totalement justifiée. En fait, c'est une mise en scène qui cherche pas la lisibilité. Il y a plein de choses qu'on comprend pas. Il y a des flous, il y a des confusions, il y a plein de ruptures aussi à des moments. Et en fait, ça nous met dans une, je vais utiliser un mot qui est peut-être pas approprié, dans une sorte un peu de transe où je reprends sur le son que tu disais tout à l'heure. Le son, il est non-stop. Il y a jamais de silence. À part au début et à part à la fin, il y a jamais de silence. Et du coup, ça fait une violence sourde qui est toujours présente. Les moments, les pauses, en fait, elles sont hyper nécessaires parce que c'est vraiment, au bout d'un moment, la violence, elle est tellement toujours présente qu'on a besoin de respirer. Et ces 5 heures, j'ai trouvé qu'elle marchait hyper bien. Cette maison aussi, on peut peut-être en parler, mais cette maison, c'est aussi un personnage à part entière. Voilà, c'est un personnage, c'est un espace qui est vivant et qui raconte plein de choses. Et moi, par rapport à la maison, c'est vrai que on arrive presque au bout des 5 heures juste à se demander comment cette maison fonctionne, et genre on a du mal à, même si on nous filme en fait toutes les parties de la maison, on a vraiment du mal à se repérer. Et je pense que c'est ça aussi, cette volonté de la part de Séverine Chevrier, je sais pas, enfin j'imagine que c'est de perdre un peu le spectateur, d'être toujours dans cette notion de flou, que ce soit dans la narration et à l'écran, à l'image, parce qu'on peut parler d'écran ici vu qu'il y a majoritairement de la caméra aussi sur scène, ce qui était très intéressant aussi de voir ça dans un spectacle vivant. Et oui, moi les 5 heures, j'avoue que tu les sens quand même passer, et je pense que ça fait partie de l'expérience en tant que spectateur. Moi j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs, mais en même temps ça te permet aussi de toi prendre du recul sur ce qu'on est en train de te raconter, parce que c'est une pièce où c'est impossible de tout comprendre, il y a tellement d'informations, et c'est ce que je disais d'ailleurs à Anouk, je suis sortie du spectacle, en fait j'avais mal à la tête tellement que on m'avait donné de l'info, on m'avait envoyé plein de sons, plein d'images, et c'est vraiment 5 heures qui sont denses. Ensuite tu fais que y repenser, et donc je pense que les 5 heures sont justifiées dans ce sens-là aussi, où c'est vraiment une expérience, une immersion. C'est comme si vraiment tu jouais avec eux en fait. Et ce qui est d'autant plus fascinant, c'est que ils arrivent à tenir les 5 heures, les comédiens, mais sans jamais avoir une faille dans leur jeu. Ils jouent tellement bien, mais c'était vraiment, t'es emporté en fait dans surtout le personnage qui joue Thomas Sutpen, du coup le héros. Et lui, mais il arrive à transposer des émotions sur son visage tellement fortes qu'il joue 2 personnages complètement opposés, et rien qu'en filmant son visage quand il est dans ces 2 positions différentes, on arrivait à savoir en fait lequel allait nous apparaître à l'écran maintenant, quoi. C'est vrai que moi aussi j'ai été hyper impressionnée par la technique des acteurs, mais même on peut parler aussi des lumières, du son et de l'image qui étaient hyper bien, avec une coordination exceptionnelle. Il y a aussi des animaux qui sont sur scène. C'est vraiment un spectacle, mais je pense qu'on pourrait en parler des heures tellement il était riche. Et même si on n'aime pas, parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est compliquée à suivre, juste une œuvre qui est magnifiquement belle, magnifiquement bien travaillée. Chaque plan, chaque son, on sait, ça se sent que la metteuse en scène, elle maîtrise tout ce qu'elle fait. Il y a aussi une grosse dénonciation sur la religion. Les cadrages, ils sont souvent très saccadés. On a des morceaux de personnages pour montrer aussi cette fragmentation que cet héritage colonial a véhiculé sur nos personnages. On a aussi l'omniprésence de l'enfance avec cette innocence perpétuelle qui est là toujours derrière. Et c'est un tout qui est sublimissime. Il y a des scènes de dialogue qui sont magnifiques. À un moment, il y a un monologue d'un des personnages sur le suicide de son père. Mais j'ai cru que j'allais fondre en larmes, et en même temps, j'avais les larmes qui restaient bloquées dans les yeux, tellement c'était une douleur sourde et impossible à évacuer, tellement elle était intériorisée, et j'ai trouvé que la metteuse en scène le faisait avec brio, genre vraiment.
En plus de ça, c'est une œuvre éminemment politique, avec très actuelle aussi. Manon, tout à l'heure, tu disais que ça parlait de l'Amérique aujourd'hui, mais je suis complètement d'accord. Le personnage de Thomas Sutpen, c'est une figure du patriarche sudiste avec des ambitions impérialistes absolument horribles, qui montre aussi la décadence, le rêve américain. T'es capable de tout pour ce rêve américain, et en fait c'est des ruines, t'essayes de construire quelque chose sur des ruines, et ça elle le montre magnifiquement bien avec la terre qui est sur scène. J'ai vraiment vraiment j'ai adoré quoi. Oui, puis même c'est ça tout le travail de l'espace et du temps, tu sais plus où donner de la tête tellement il y a des choses à voir en fait, et même parce qu'il y a beaucoup de moments en fait on ne voit pas les acteurs sur scène, on les voit que sur l'écran, mais même s'ils sont pas présents visuellement devant nous, il y a toujours un endroit où regarder, on est vraiment transposé dans un autre monde, et tout vraiment, moi ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que tout l'espace était utilisé, que ce soit là où on est assis, nous, parce qu'à un moment, ça prend aussi l'espace du public. En dessous de la scène, il y avait un espace, mais c'était tellement grand. On allait partout, en fait, avec eux. On les suivait. On allait dans leur loge. Il y a un moment, je pense que c'était leur loge. Aussi, tout ce travail de montrer la chaîne, l'esclavagisme. Ensuite, on allait dans la maison. On allait sur le toit. On allait vraiment partout. Et chaque scène, en fait, c'était une surprise. Tu t'attendais vraiment à rien, mais genre à rien du tout. Il y a des fois, t'as des flashs. Après, tu te retrouves dans le noir avec une caméra infrarouge. Et t'as vraiment l'impression que c'est toi qui filmes et c'est toi qui as la caméra. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Surtout que moi, je me suis déplacée plusieurs fois pendant le spectacle, parce que il y avait beaucoup de gens qui partaient au fur et à mesure. Donc au début, j'étais en haut, il y avait une partie de la scène que je voyais pas. Et c'est vrai que ne pas voir, en fait, limite, c'était aussi extrêmement intéressant, parce qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe directement sur le plateau, on le voit, et ça a créé aussi quelque chose où comme on l'a dit, on est dans un espace un peu mental, un peu fragmenté, que la metteuse en scène montre vraiment extrêmement bien. Il y a par exemple, il y a un plan récurrent qui revient avec du coup ça se passe dans le futur, dans le présent, nous aujourd'hui, avec du coup le jeune étudiant qui parle avec la tante, et c'est un plan pour vous décrire. Il y a lui, il est à gauche, elle est à droite, et au milieu il y a un miroir qui reflète notre personnage, et il y a un jeu avec ce miroir donc qui revient, qui montre aussi cette fragmentation du coup à l'écran. Il y a aussi plein de split screen tout le temps. Il y a notamment un split screen sublime qui revient, un split screen naturel qui revient plusieurs fois avec la croix dans la voiture, qui coupe les personnages, donc avec cette omniprésence de la religion aussi. C'est un spectacle qui est tellement, tellement riche. Pire, d'une œuvre conséquente avec le roman de Faulkner qui est déjà très dur pour la compréhension au niveau de la narration. Et en plus, elle disait que ce qui l'intéressait, c'était bien sûr de retranscrire l'univers du romancier, mais aussi d'inclure dans son spectacle le récit de ses acteurs. Et en fait, par exemple, à un moment, il y a un des acteurs qui dit que il s'est rendu compte, en fait, en faisant des recherches sur sa famille, qu'il y en avait un qui avait participé à la colonisation ou à l'esclavage, je me souviens plus trop ce qu'il disait, mais et ça c'était vraiment son expérience personnelle et son récit de lui qui avait vraiment découvert ça sur sa famille, et j'ai trouvé ça, je trouve ça tellement intelligent en fait de prendre aussi ces acteurs à partie et de leur dire voilà ce que je veux raconter, mais je veux aussi que ça vienne de vous, je veux que ce soit un discours qui soit aussi personnel, que vous nous racontiez ce que vous avez vécu ces années-là et ce que vos générations passées ont vécu surtout. Et juste pour l'acteur principal, il s'appelle Pierre Artière-Glissant. Artière-Glissant. Normalement. Donc voilà, mais ils sont tous incroyables. Et je vous invite aussi à aller voir des images du spectacle, parce que esthétiquement, c'était sublime. Mais vraiment, mais sublime. Il y a un moment, il y a une actrice qui est derrière une vitre, et il y a la pluie qui tombe sur elle, et c'est un noir et blanc magnifique. Bon, en vrai, je crois qu'on pourrait encore trouver des pistes à explorer. Même, je pense qu'on n'a pas tout saisi, mais je pense qu'on peut conclure pour dire que c'était un spectacle vraiment génial. Et qu'on vous conseille, si vous avez la possibilité, ou de regarder ce que fait Séverine Chavrier. N'hésitez pas quoi. Ouais, et juste là je vois, il est disponible au Centre Dramatique National d'Orléans du coup le 22 et 23 avril si jamais vous avez la chance d'y aller. Je pense que si jamais
ça passe en tournée, c'est une expérience. Même si vous n'aimez pas le théâtre, voilà, ça dure 5 heures, mais les 5 heures, ça doit pas vous faire peur parce que vraiment, vous vivez quelque chose que vous revivrez pas souvent. Et petit rappel pour les étudiants d'Orléans, c'est gratuit. Donc aucune excuse en fait. La reco culture. La reco culture. C'est la reco culture. C'est la recoculture. C'est la recoculture. Je vais recommander un documentaire qui s'appelle Get Back. Ça a été fait par Peter Jackson et ça retrace le moment où les Beatles ils ont commencé à composer leur album Let It Be et ça se finit par un concert sur le rooftop de leur studio. Enfin, c'est une expérience musicale. Si vous aimez la musique, le processus de création et aussi les tensions au sein du groupe des Beatles, c'est parfait, c'est fait pour vous. Alors moi, ma reco de la semaine, ça va être une exposition que je suis allée voir hier. C'est celle de Wes Anderson à la Cinémathèque française. Elle est dispo jusqu'au 27 juillet si jamais vous voulez et c'est 11 € pour les 18-25, donc ça vaut vraiment le coup. On retrace un peu toute la vie du réalisateur de ses débuts jusqu'à ses derniers films. Donc c'est vraiment super intéressant, il y a des croquis, des storyboards, des maquettes. Culturellement parlant, c'est vraiment très enrichissant. Moi, je vous conseille un court-métrage qu'on a vu au Nikon Festival qui a gagné un prix cette année. Ça s'appelle Igor Manger Noisette de Sissi Mbema. Désolée si j'ai mal prononcé, j'ai sûrement mal prononcé. Mais voilà, j'ai trouvé ça, c'est très court, c'est 2 minutes 40. J'ai trouvé ça très beau, très intéressant et la réalisatrice avait l'air super. Alors, moi, je recommande un comédien qui s'appelle Michael Delis et qui fait des seuls en scène en ce moment. Donc, il fait une trilogie. Ça se passe à la Scala. Le premier que j'ai vu, c'est Le Premier Sexe ou La Grosse Arnaque de la Virilité. Le deuxième, ce sera La Fête du Slip ou Le Pipeau de la Puissance. Et le troisième, ça s'appelle Les Paillettes de leur vie ou La Paix des ménages. C'est chouette, c'est drôle, c'est intime et c'est vraiment bien. Allez voir. Et moi, pour ma part, ce serait une recommandation littéraire d'un livre que j'ai lu récemment, mais qui est sorti en 1950, qui est Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, qui traite donc d'une mère veuve qui habite avec ses 2 enfants, Suzanne et Joseph, dans une colonie française. Et ils louent une propriété, donc pour ça, ils doivent dépenser de l'argent. Et ils sont censés avoir cet argent des rendements de leurs terres sur lesquelles il y a des rizières. Mais tous les ans, les eaux du Pacifique montent et détruisent leurs plantations. Donc il faut construire un barrage contre ce Pacifique, mais en fait, c'est vraiment un barrage contre toute cette administration coloniale qui est très corrompue. Et donc c'est un livre qui est à la fois très universel et politique, mais aussi très poétique et qui va vraiment dans l'intimité de la famille. Donc c'est un livre très beau que je recommande. Donc de mon côté, ça serait une recommandation musicale. Je vous invite fortement à aller écouter le groupe O2N. Surtout que là, ils vont sortir prochainement un nouvel album. Ils ont hier sorti une musique qui s'appelle Hey Joe, qui est très bien. Et je vous conseille de commencer par écouter mes préférés, Une danse de mauvais goût et Souffle le vent. Bon, on a été très heureuse d'être avec vous pour ce podcast et on espère qu'on vous a donné envie d'aller boire la culture avant qu'elle se noie.